Bonjour à tous, nous sommes partis. Bienvenue pour cette présentation sur les Docker Dev Environment. Comme vous voyez, nous sommes deux, mais pas sur scène, tous les deux. Euh, mais on va tester quelque chose de nouveau avec vous, la conférence hybride avec un speaker à distance. Georgie, vas-y, je te laisse te présenter. Oui, alors est-ce qu'on m'entend? Super. Super. Alors ouais, donc c'est Georgi Lukic. Je suis ingénieur chez Docker depuis 3 ans. Et aujourd'hui, on va présenter les Docker Environment sur lesquels on a bossé avec l'ours, ou sur lesquels on bosse avec l'ours. Et je ne suis pas avec vous pour votre sécurité aujourd'hui. Voilà. Et donc moi je suis Guillaume Lours. Comme Georgie, ça fait 3 ans que je suis chez Docker et en effet on travaille plus dans la même équipe mais sur les dev environment ensemble et puis de mon côté je bosse aussi un peu sur Compose. Voilà. Donc, ah oui, on commence direct. On embauche. D'accord? Vous pouvez venir nous voir au stand, il y a des petits tests et tout et on sera ravis de discuter avec vous et on a plein de postes ouverts, enfin tout, front, back, tout. Ok, ça c'est le petit moment détente parisien. Ça fait toujours du bien. Euh, Pourquoi on est là aujourd'hui? On essaye de travailler chez Docker à améliorer votre expérience en tant que développeur, réduire votre inner loop, donc votre boucle de feedback interne de développement. Également, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de soucis sur l'onboarding. D'accord. Et puis, bah, des fois, quand on bosse sur des équipes avec plusieurs projets ou qu'on est nombreux sur les mêmes repos et tout, ça peut être un peu embêtant de gérer différentes configs de Git ou stacher son code et tout ça. Donc, en gros, on essaye d'adresser avec les Docker Dev Environment ces trois grandes problématiques. Donc, la première, c'est ouais, un peu Git. Enfin, vous êtes tous retrouvés, je pense, comme nous. Vous êtes en train de bosser sur une nouvelle feature, par exemple, et puis là, vite, il faut faire une review du code de votre collègue parce qu'il y a une release qui approche et bah, faut se tâcher ou faire un commit temporaire en attendant pour récupérer sa branche et tout. Puis avec un peu de bol, bah, il a changé des dépendances. Donc quand vous allez rebasculer sur la vôtre, ça va avoir tout cassé de votre côté alors que bon, bah non. Euh, et bah, l'idée, c'est de pouvoir avoir plusieurs instances d'un même projet complètement isolées à l'intérieur d'un conteneur et que vous développiez dans votre IDE voilà, de manière complètement isolée d'une autre potentielle version du même projet. L'autre chose qu'il y a, c'est que on utilise Git pour partager son code source, mais en vrai, quand on fait tourner une application, même en local, c'est plus que juste le code source, quoi. Il y a des dépendances, il y a un contexte dans lequel l'application tourne et tout ça. Et l'avantage de faire tourner votre code à l'intérieur d'un conteneur, c'est que ce conteneur, on va pouvoir en faire une nouvelle image avec tout son contexte, c'est-à-dire les dépendances que vous utilisez à un instant T, les variables d'environnement qui ont pu être passées et tout ça. Et ça, on peut le partager avec ses collègues, ce qui fait que bah, si vous êtes sur un bug que vous arrivez à reproduire que dans un cas particulier, bah là, vous allez être capable de snapshotter l'entièreté de l'environnement et de le partager pour pouvoir travailler et débugger ça. Et puis la consistance, c'est-à-dire que bah, vous avez tous connu, enfin pour les plus vieux d'entre nous, on a connu les images master pour les postes de dev où on va sur un nouveau projet, hop, attends, passe-moi ton ordi, on reset tout, on te met le nouveau truc, tout est installé, ça a pris des mois à préparer, dès qu'il y a la moindre modif de config, enfin c'est une cata, tout ça. Et bah là, l'idée c'est de se dire comment est-ce qu'on peut, nous, Docker, vous faciliter la reproductibilité de cet environnement de développement, que ça soit rapide à configurer, à démarrer, et que bah, du coup, onboarder un nouvel arrivant ou une nouvelle arrivante dans l'équipe, ça se fasse super facilement et que vous ayez besoin juste en fait de Docker Desktop, Git et puis VS Code, quoi, par exemple. Ce serait pas mal, hein. Donc voilà. Donc l'idée, ça peut se rapprocher de choses que vous connaissez, hein, des solutions telles que Gitpod, CodeSpaces, je sais qu'il y en a aussi d'autres chez Red Hat et tout ça. Enfin, il y a plein
comment dire, de solutions qui vous proposent ça, mais elles vous le proposent toutes dans le cloud, principalement. Et en fait, on a des super machines maintenant. Enfin, moi, j'ai un Mac M1, pas besoin d'aller utiliser des ressources dans les nuages pour avoir quelque chose de rapide et facile. Et puis, dans certains contextes, on peut juste pas. C'est compliqué d'avoir accès à des ressources externes et tout ça. Donc de favoriser votre expérience de développeur local. Voilà. Donc, on est local first. L'idée, c'est d'être agnostique au niveau des IDE et des cloud providers, enfin des guide providers. Comme je vous l'ai dit, c'est pas juste le code. Ça peut être tout un contexte avec des variables d'environnement, des dépendances que vous avez déjà faites chez et tout ça. On essaye, comme d'habitude, de faire ça de manière la plus automagique. Il faut que pour vous, ça soit juste et lance-moi le truc et hop, ça marche, on développe et tout est là. De pouvoir partager, comme on l'a dit, avec le reste de l'équipe super facilement. Et puis, vous aimez Compose, on aime Compose. Si on peut s'appuyer sur ce qu'on a déjà d'existant avec Compose, ça serait un vrai plus, quoi. Donc, je pense que le mieux, Georges, je ne sais pas ce que tu en penses, c'est qu'on commence par une démo. C'est mieux avec une démo. Ouais. Ouais, ok. Hop. Vous voyez, là, j'ai un Docker Desktop. Et depuis, en fait, des mois, vous avez ici ce petit menu en haut à gauche, là où il y a mon pointeur, qui s'appelle Dev Environment, qui est disponible en preview. Vous l'avez tous, c'est gratuit. Quand vous cliquez dessus, vous arrivez sur cette page qui vous propose de créer un environnement de développement. Si vous ne savez pas quoi faire au début et tout ça, on vous propose, et on va les utiliser là pour la démo, des exemples. Un exemple avec un environnement de développement basé sur un seul container, et puis un basé sur une stack compose. Donc je vais commencer avec le container simple. Donc on arrive sur une première page qui vous explique un peu ce que c'est que les Docker Dev Environments. Et sur la deuxième page, vous allez pouvoir choisir d'où va provenir en fait le code source que vous allez vouloir piloter avec les Dev Environments. Donc vous pouvez utiliser comme là un repo Git existant. Vous pouvez utiliser une directory locale. Alors attention, avec tout ce que ça implique d'utiliser une directory locale, on va faire du minement, donc il va y avoir de la synchro entre la machine virtuelle et puis le host, donc on aura des perfs qui seront différentes. On le dit clairement, et en fait, l'idée c'est d'utiliser ça pour faire du test. Clairement, tester votre configuration de Dev Environment avant de le committer pour l'ensemble de l'équipe. Et puis on peut utiliser des dev-env qui existent déjà. Donc moi, je vais repartir sur celui qui existe tout simplement. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'on va aller cloner votre code source à l'intérieur d'un volume. Donc on est directement dans la machine virtuelle de Docker Desktop, ce qui fait qu'il n'y aura pas de problème de performance et de synchro avec le host. Une fois que ça c'est fait, vous ne voyez pas là, c'est écrit un peu petit, mais on détecte quel est le langage. Pour un certain nombre de langages, on a des images prédéfinies. Go, Java, JavaScript et Ruby. Donc on a déjà des images prédéfinies avec un environnement CTP, c'est-à-dire que, par exemple, pour l'image Java, vous allez avoir un JDK, je ne sais plus, la dernière fois qu'on l'a mis à jour, 11 peut-être, quelque chose comme ça, et Maven, déjà de configurer. Et évidemment, dans toutes ces images, vous allez retrouver, vous allez avoir accès à votre command line Docker et à votre command line Docker Compose. Donc voilà, il a créé mon environnement. Et à partir de là, je vais juste dire que je veux l'ouvrir dans VS Code. VS Code s'ouvre automatiquement. Ça va installer à l'intérieur du conteneur le serveur VS Code. Voilà, ce sera mieux. Et donc là, vous pouvez voir que j'ai le code source qui existe, qui est là. C'est un petit hello world, on va voir après. Donc, comment est-ce que je fais? Comme d'habitude. Alors, en vrai, je fais du git switch, mais on n'a pas mis à jour la version de Git. Donc, je ne peux pas le faire là. Donc, je vais créer une branche Devox. OK. Donc là, tout va bien. Et puis, je vais déjà tester mon code, tout simplement. Donc, je vais faire
Je vais vérifier que j'ai bien Go. Parce que moi, c'est une image qui fait du Go. Donc, Go est installé, super. Je vais peut-être m'assurer que ma config Git, elle est correcte aussi. Donc, si je fais un git config et que je lui demande de me montrer mes infos d'utilisateur, c'est assez gros ou pas? Vous voyez bien? Ouais, voilà. Et bien là, vous voyez bien qu'on a récupéré la config locale, on l'a montée en fait dans le conteneur. Donc vous allez pouvoir, si vous travaillez sur des repos privés ou peu importe, avoir tout ce que vous avez configuré localement utilisable à l'intérieur du conteneur. Et puis maintenant, voyons si ça marche. Hein. Go run main.go. Et là, c'est... Ben oui, c'est pas le bon port. Dites-le moi que c'est pas le bon port. Voilà. Et là, c'est hello from Docker. Ben alors, qu'est-ce qu'il m'a fait? Non, mais non, pas mes mails. Hop, attends. Ah là 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 là. Il n'a pas ouvert le bon navigateur. Eh non, oh là là. Bon, mais si, mais non. Mais non, ah, vous savez quoi? Vous savez pourquoi? Je suis un utilisateur IntelliJ et moi, je ne sauvegarde pas. Voilà. Change le code, hein, Guillaume. Ah, c'est la première fois que je te la fais, celle-là? Non, je crois pas. Non, mais change le code, hein. Hein? Change le code. J'ai pas changé le code? Bah non. Mais si, j'avais mis Devox là. Oh, bah merci, merci. Petite session de mob programming et j'ai pas rebuildé maintenant. Bah, quand ça veut pas, si, mais j'ai pas besoin de builder quand je fais un go run, il rebuild. Mais j'ai pas sauvé. Si, c'est ça. On va y arriver, on va y arriver. Voilà. Ouais, merci, merci. Merci pour votre soutien. Donc vous avez compris le principe. Je me retrouve avec un environnement de dev dans mon conteneur, mon code source qui a été monté dans un volume, et je travaille comme si j'étais sur ma machine. OK. Votre config Git, on la monte pour vous à l'intérieur du conteneur. Avec les dev containers de Microsoft, on a le serveur de VS Code qui se met dans le conteneur et du coup qui vous permet de brancher votre l'IDE directement sur ce serveur-là et on travaille comme si on était en local. Bon, ça c'est pas mal. Ce qui peut être bien, c'est que je vous montre comment est-ce que ça... Je te pousse, Georgie, t'es pas au bon endroit. Ça, je vais le partager à Georgie. Hop. Donc là, je suis en train de rentrer mon username sur le Docker Hub. Et je vais créer une image qui va s'appeler Devox. Et je vais lui mettre un tag qui est le tag 1.0.0. Je vais le partager avec Georgie. Donc là, ce qui se passe, c'est que comme le code source, il est dans un volume, si je partage avec Georgie, il ne va pas avoir mes modifs de code. Donc en fait, on copie le code source qui était dans le volume, on le met à l'intérieur de notre container qui est en train de tourner, et à partir de ce moment-là, on fait un snapshot, on fait une nouvelle image à partir du container qui run, et cette image, on la pousse sur le hub. Ce qui veut dire que à l'intérieur de cette nouvelle image, j'ai tout mon conteneur avec son environnement, les variables que je lui aurais passées, les dépendances si j'ai fait du Maven, toutes celles que j'aurais déjà downloadées, tout ça, ou si je fais du Node, vous êtes sûr d'avoir exactement les mêmes dépendances et tout de la même manière. Donc voilà, c'est bon, Georgie, tu l'as récupéré? Oui. Alors, tu peux juste montrer le volume du coup dont tu Ah, tu parles. veux que je montre le volume? Attends, parce que j'ai arrêté Ouais. le partage d'écran du coup. Ouais, ouais. C'est pas grave, je vais le montrer en effet. Hop. Donc là, dans la vue des volumes, alors attends, j'ai pas regardé le nom de mon... Ici, vous voyez, j'ai deux volumes qui sont liés à mon DevAmp. Il y en a un qui va contenir
La partie serveur de VS Code, c'est quelque chose qu'on ne va pas mettre dans l'image, hein, parce que c'est la propriété de Microsoft, on n'a pas le droit de le partager comme ça ne nous appartient pas. Donc on a le droit de l'utiliser localement, mais nous, on ne peut pas le shipper comme ça. Donc voilà, donc le serveur est dans son propre, le serveur VS Code est dans son propre volume. Et à l'intérieur du conteneur de l'hôte, mais vous voyez, on retrouve exactement le code source qu'on avait tout à l'heure. Et, et donc vous pouvez voir que ce qu'on avait dans VS Code, là, c'est ce que vous retrouvez à l'intérieur du volume. Voilà. C'est bon? Vas-y. Je te laisse faire. Alors, est-ce que je partage? Il faut que je partage le bon écran. C'est bon? Oui, attends, Est-ce que je partage mon écran? Oui, mais je t'es pas en plein écran, toi, mais ça va changer vite fait. Vas-y. Ça y est, on me voit? Oui. Très bien. Ouais, donc Guillaume a partagé le tag qu'il a poussé sur Docker Hub. Donc moi, maintenant, je peux aller, comme tout à l'heure, lui l'a fait, créer un nouvel environnement. Mais cette fois-ci, je vais le créer à partir d'un environnement existant. Et donc ici, bah, voilà, il demande une image Docker. Donc là, je colle le tag, l'image et le tag qui m'a passé, et je clique sur Continue. Donc là, bah, on se rend compte que bah, ce n'est pas, c'est pas un environnement qui vient d'un environnement Git, mais depuis le hub. Donc on va pouler l'image et lancer le même environnement. Donc ça y est, bah, c'était assez rapide. Et donc je peux faire ouvrir ce code-là dans VS Code. On va voir ce qui se passe. Alors ça va être un petit aparté. Ça va être peut-être un peu long parce que bah, l'ours il a il a un M1. Moi j'ai pas encore fait le switch. Donc ce qui se passe ici, c'est que le conteneur que vous voyez ici, bah, c'est un conteneur ARM164. Donc desktop il est très sympa avec vous parce que même quand vous avez une image qui n'est pas pas de votre plateforme, la plateforme, on l'exécute, mais on l'exécute avec QEMU, donc c'est peut-être un peu plus lent. Mais je peux quand même, bon, le temps que tout ça se lance, je peux vous montrer un peu comment ça marche ça en vrai. Donc ici, oui. Non, c'est bon. Oui, ouais. Le projet, en fait, à partir de lequel on crée l'environnement ici, il est public sur GitHub, sur Docker Samples, donc le single d'Evan. Donc nous, comme l'ours a dit, on essaye de regarder en fait le contenu de votre repo pour voir quel est le langage que vous utilisez pour récupérer la meilleure image si on l'a pour votre langage. Mais vous pouvez aussi configurer la chose parce que bah, vous avez peut-être des dépendances un peu particulières que vous voulez faire ou une image que vous préférez. Donc vous pouvez aussi configurer ça. Et ça se passe donc dans le répertoire .docker. Il y a un petit config JSON. Et donc ici, bah, on le voit bien ou pas? Oui. Vas-y, c'est bien, c'est mieux comme ça. Donc ici, on lui dit, OK, bah, l'image de mon environnement de développement, ça va être Docker, et puis le Dev Environment, l'image de Go, et puis on a mis un tag stable 1. Vous pouvez donc mettre, dans ce config, vous pouvez mettre soit l'image, ou bien, si j'enlève ça, on peut mettre ici Dockerfile, et puis après, chemin vers un fichier de Dockerfile que nous, on va après utiliser pour builder votre image de votre environnement. Pour l'instant, je crois que c'est les seules deux choses qu'on a en configuration. Après, le reste, c'est avec Compose. Ouais. Le reste, c'est avec Compose. Ouais. Alors, on va juste retourner voir. Ah, ça y est, il s'est lancé. Zoom un petit peu là, par contre, c'est petit. Ouais. Ah oui. Ouais, comme c'est ARM, tout est lent. OK. Alors, je ne vais pas essayer de la lancer parce que c'est un peu plus lent. Mais je veux juste montrer une chose dans cet environnement. Peut-être deux. Ah oui, QEMU. Hein. Ouais, QEMU. Vous voyez que le fichier là, pardon, le fichier modifié. Et on voit bien le Hello Devox from Docker. Les changements. Alors, oui, il n'a pas changé de branche parce que, à mon avis, on a. J'ai pas commité, c'est de ma faute. Ouais. Je pense.
Une chose que je veux montrer, c'est l'ours, il vous a montré Git, sa configuration, bah, c'était la sienne. C'est comme ça, il pouvait committer, pusher, pouler. Mais si moi ici, je fais pareil, git config, moi L, regarde le user, et bah, c'est moi le user. Quand on partage un environnement, on ne va pas partager Vos credentials, ouais, non, on évite. vos credentials de Git ou autre. Parce que bon. Et une chose que l'ours il n'a pas montré, on a aussi Docker. On a Ouais, mais là, allez, là, tu l'as fait dans ta VM émulée, c'est peut-être pas la meilleure idée. Enfin, dans ton la conteneur émulé, c'est VMDB. pas. Ouais. Oui, ça va être super lent, mais il y a quand même Docker. Vous pouvez lancer des commandes Docker, des runs, Ouais, ouais, même et Docker Compose Compose. aussi est disponible, en effet. Ah, Ah, voilà. bah ouais, bah Voilà. là. Donc, Bah, tu le feras ça tout marche à pas. l'heure. Mais il y a. Tu le feras tout à l'heure avec celle que tu vas builder maintenant. Allez, montre-nous comment ça marche avec Compose. Ouais, on va montrer avec Compose maintenant. Donc, je vais fermer ça. Je ne vais pas sauvegarder. Hop. Et si je reviens donc, sur mon Docker Desktop, hop, je vais effacer ça. Donc, oui, dans la, Ah ouais, vous comprenez pourquoi elle est pas là. pardon. Dans la, dans la vraie vie, on n'a pas toujours un projet qui a juste un conteneur, mais on a un front-end, un back-end, une base de données. Et puis, bon, bah, chez Docker, on fait Compose, donc on s'est dit pourquoi essayer de faire fonctionner tout ça avec des projets Compose. Donc là, ici, vous avez on vous a mis un deuxième projet d'exemple. On va aller le voir. Donc, c'est pareil, c'est public, je vais vous montrer tout à l'heure. Le repo, c'est Compose Dev. Donc, on va cliquer sur Continuer. La même chose, on va cloner dans le volume. Sauf que cette fois-ci, Docker Desktop va se rendre compte que c'est un projet basé sur Compose. Donc, au lieu de créer juste un conteneur, on va faire un Compose-up de toutes vos stacks. Et donc, on va builder vos images s'il y a des images à builder. Voilà, oui, c'est le Compose-up de base. Encore, on va lui laisser un petit moment pour lancer. Ça devrait pas être très lent cette fois-ci. Voilà, ça y est, il y a Compose qui se lance. Il lance les conteneurs, les networks, les volumes. Voilà, il crée tout. On va tout créer. Voilà. Donc, Spix continue, il a tout fini. On voit, on a nos trois services. Il y en a Et un, c'est un proxy. Oui. vas-y, vas-y, vas-y. Donc, il y a le premier, c'est le proxy, c'est un Nginx qui va forwarder toutes les choses vers le back-end. Et on a un conteneur pour la base de données. Tu peux montrer ce que ça donne l'appli? Là, Ah, je vais avant vous d'aller montrer. éditer quoi que ce soit. Je peux. Donc, si je vais là, donc ça fait localhost. Est-ce qu'on est sur 8000? Non, je crois qu'on est sur le Non, port. on est sur 80-80. Ouais, voilà. Donc, ça, c'est l'application du siècle qui va vous renvoyer euh, quatre strings. Mais bon, quand même, là, il y a la base de données, il y a le front, il y a le Nginx. Donc, l'application fonctionne. On vous a lancé l'application sans problème. Donc là, imaginons, moi, j'ai envie de travailler sur le back-end. Donc, j'ai cliqué sur OpenVS Code dans mon conteneur. Donc, ce qu'on fait, en fait, du coup, on va remplacer le conteneur qui tournait par un conteneur qui est un conteneur de développement. Et vous voyez, il y a la petite icône qui a un peu changé. Du coup, comme on a remplacé en fait le conteneur du back-end, si je reviens ici, bah oui, Ça mon marche moins application ne bien. tourne pas. Voilà. Compose tourne, il y a Nginx qui tourne, mais il n'y a personne qui écoute derrière. Hop. Donc ça veut dire que je dois quand même aller dans backend. Ici, si je fais un go run domain.go, hop, il commence à écouter sur le port 80. Et là, si on retourne, voilà, l'application fonctionne. Donc, on a rebranché le conteneur dans la stack Compose pour vous. Voilà, on l'a injecté dans la stack, on a échangé le conteneur de base par votre conteneur dans lequel vous développez. Et juste pour vous prouver un peu qu'on peut effectivement développer. Donc ici, alors, il ne faut pas regarder le code. Hein. C'est pas le meilleur code, hein, mais bon, c'est pas très grave. Alors, c'est où? Pro tip, oublie pas de sauver. Hein.
Ouais. Mais ça, moi, t'inquiète pas. Donc ici, si je mets Devox, par exemple, je crois que c'est là, oui. Et je relance. Hop. Et effectivement, on a les changements. Donc, on a les changements de mon code et le tout qui tourne dans la Stack Compose. Et je crois que c'est tout ce qu'on voulait. Ah oui, je voulais juste vous montrer un peu, vous montrer que le fichier Compose qu'on utilise, il se trouve dans le répertoire .docker. Et si vous le regardez, et ben c'est un compose normal, j'ai envie de dire. C'est le compose que vous écririez pour n'importe quel stack compose. On a le service back-end, on a qui dépend de la base de données. La base de données, c'est une MariaDB. Ouais, c'est parce que je fais du MariaDB, M1. Si je prends un MySQL, ça marche pas, il n'y a pas d'image voilà. ARM. Euh, et notre proxy qui est l'Nginx. Et puis, oui, il y a des secrets en plus qu'on partage un Ouais, peu ce que tu peux entre montrer la base de aussi en données. haut, c'est qu'on utilise pour le build time une target spécifique sur le C'est back-end. ça, pour le build, oui, on lui dit le contexte, c'est le back-end et la target développement. Et si je reviens et je regarde dans le back-end, on a un Dockerfile en fait, qu'on utilise, qui est utilisé pour le développement et aussi Pour la prod, en fait. pour la prod. Donc, c'est juste on a ici une target qui est pour le développement où on installe Git et puis on run l'application. Et après, pour la prod, ben, on prend ce qu'on a buildé et on lance l'application. Donc, ce qui veut dire que quand vous utilisez une stack compose, vous pouvez partir de votre fichier de prod et avec peu de modifs utiliser ce que vous avez déjà qui est prêt pour configurer vos dev env. Exactement. Et je crois que j'ai fini, Jours. Je vais te Mais rendre t'as la été main. super rapide, dis donc. Euh, hop, zoom. Si je repartage l'écran et que je retourne sur notre présentation. Hop. Donc, tout ce qu'on vous a montré là, c'est opérationnel, vous l'avez, c'est disponible, il n'y a aucun problème, vous pouvez l'utiliser. Donc, on vous a montré des exemples avec des configs. Vous pouvez essayer de les lancer sans faire aucune config sur des projets assez simples. Si vous faites du Go, du JavaScript, du Ruby et je sais plus, et du Java, Ça va. euh, et que c'est le langage principal de votre repo, on devrait détecter la bonne image et vous, sans faire trop de setup, vous devriez être capable de pouvoir jouer avec sur votre propre projet, quoi. Voilà. On a un support pour VS Code, comme vous avez vu, on s'appuie, on travaille avec eux et notamment toute leur partie sur les dev containers. Et puis on peut partager évidemment au travers du hub. Alors pour l'instant, je crois que la fonctionnalité, elle est que dans pour ceux qui ont un plan payant. C'est quelque chose qui devrait changer d'ici peu. Ça devrait être accessible à tout le monde. Donc voilà, dans les prochaines releases, je pense on va faire sauter la limitation sur le share. Il nous manque encore, vous avez vu, c'est de la preview. Il nous manque encore des choses, soyons clairs. Pour pouvoir être JA, il va nous falloir peut-être avoir du multi-arch build, par exemple, pour éviter les problèmes quand les gens utilisent des plateformes différentes. Avoir du support d'autres IDE. N'hésitez pas à aller sur le GitHub. On a un repo qui s'appelle Roadmap. Et dans la Roadmap, il doit y avoir déjà une issue dessus. Et vous pouvez dire quelle IDE vous voudriez qu'on supporte et tout pour qu'on travaille avec eux plus spécifiquement. Et on veut avoir encore une meilleure intégration de Compose. Parce que là, vous avez vu ce qu'on vous a fait. C'est que vous dupliquez un deuxième fichier Compose qui ressemble peu ou prou à celui que vous avez déjà. Or, Compose a des facilités. Il y a des fonctionnalités hyper puissantes. Notamment, vous pouvez utiliser plusieurs Compose files pour surcharger des variables et tout. Et l'idée, c'est d'avoir un fichier complètement dédié au dev-env qui se trouve au même niveau que votre Compose file pour être capable de juste, dans celui-ci, venir configurer et tuner complètement votre env de dev. Donc, quand vous ouvrirez
votre conteneur pour votre service pour l'éditer et passer en mode développement, et bah, il utilisera la config spécifique que vous aurez ajoutée. Là, vous serez encore plus proche du passage dev prod sans quasi aucune modif derrière. Donc ouais, et puis sur Compose, enfin, on a plein d'idées en tête avec Compose. L'idée est de pouvoir aussi modifier, adapter la CompoSpec, faire une proposal en fait sur la CompoSpec pour pouvoir, comment dire, avoir la possibilité d'avoir une nouvelle section qui permet de définir ce qu'est un environnement de développement. Par exemple, des ports particuliers, du mode debug, ajouter peut-être des hooks avant le démarrage du conteneur, après le démarrage du conteneur pour faire des actions un peu particulières. Bon, ça peut-être qu'on ne le rajoutera pas que pour ça, parce que c'est demandé à plein d'endroits pour tout le monde. Donc voilà. Et donc on a regardé un peu aussi tout ce que faisaient nos camarades sur le cloud et d'être capable de supporter au travers de Compose, soit la génération vers ces plateformes, genre CodeSpaces, Gitpod, tout ça, et inversement, d'être capable de prendre leurs fichiers en entrée, de le remettre dans un format Compose pour que vous, si vous avez déjà une config Git, enfin dev container qui existe, par exemple, ben on la réutilise et tout. Et puis nous, vous proposez surtout la version Compose identique pour que vous ayez plus qu'un seul fichier à maintenir pour qu'après vous soyez capable d'aller targeter n'importe laquelle des solutions derrière. On a pas mal de choses. Donc, quand on a fait ce développement, enfin, Georget, on a tellement créé de volume dans tous les sens qu'on n'arrivait plus à voir ce qu'on faisait. Et Georget, bah vas-y, je te laisse raconter ce que tu as fait. Hein. Si. Oui, du coup, quand on a commencé, on clonait dans les volumes, et puis au tout début, quand ça marchait pas, ou quand je voulais vérifier si j'ai bien mon code dans les volumes, je me suis dit, bah, ça serait bien si les Docker Desktop avaient l'UI pour les volumes. Donc, c'est pour ça que c'est grâce un peu au Dev Environments qu'on a l'UI des volumes sur C'est desktop. un side project. Un truc- C'est un side project. Et après aussi, on a commencé un peu à réfléchir sur tous les volumes, et surtout par rapport au partage. On réfléchit un peu de voir comment et est-ce que ça serait utile de pouvoir faire des push et des pulls des volumes. Par exemple, là, dans notre exemple de Compose, il y avait la base de données. La base de données, elle avait déjà des données, mais c'est parce qu'on injectait au démarrage ces données-là. Mais ce serait quand même pas mal aussi d'avoir un volume sur le hub. Et comme ça, quand vous commencez votre développement dans votre dev environment, vous avez aussi peut-être un seed de base de données que vous pouvez vous partager ou après utiliser pour votre CI, par exemple, avec Ouais. comme ça, vous savez que votre base de données commence avec les mêmes données à chaque fois. Et puis après, peut-être dans le UI desktop, rajouter plus de fonctionnalités ou aujourd'hui, je crois que vous pouvez sauvegarder un fichier, mais peut-être un drag and drop si tu veux mettre un fichier dans ton volume, par exemple. Voilà. Enfin, bref, voilà. Faire la synchro le host assez facilement. Voilà. Eh bien, on a du temps pour répondre à vos questions et prendre vos commentaires et remarques, surtout parce que comme c'est en preview, on prend toutes les idées, les cas d'usage et tout ça pour savoir ce que vous souhaiteriez voir arriver avec cette fonctionnalité ou des cas d'usage que nous, on n'aurait peut-être pas vu. Oui. Alors, il va falloir que je répète tout au micro. Ouais, l'idée c'est d'avoir une spécialisation, c'est ça que tu veux dire Ok, donc je vais reprendre la question. C'est répéter la question pour qu'elle soit enregistrée. L'idée, c'est que dans une équipe, il n'y a pas que des devs, il y a des gens qui font de la QA ou des gens qui travaillent sur des parties hyper spécifiques et qui n'ont peut-être pas besoin de monter l'intégralité de l'appli pour pouvoir comment dire, développer ou tester ou faire ce qu'ils ont à faire. Donc,
Est-ce qu'il serait envisageable d'avoir des sortes de compositions spécifiques pour ces utilisateurs-là, pour qu'on adresse ce qui, enfin, leur cas d'usage à eux, qui est plus spécifique et qui n'est pas celui d'un dev full stack qui va vouloir avoir toute la stack, ou en effet d'un front-end qui va avoir besoin du back-end, de la base et tout pour pouvoir tester ses modifs front. Et ben, l'avantage, c'est que dans Compose, on a une notion de profil et qu'en effet, ça pourrait être quelque chose qu'on pourra intégrer, avoir une option de dire comment je veux démarrer mon dev env, est-ce que je veux lui appliquer un profil spécifique et on pourrait en effet imaginer que dans ce fichier Compose spécifique au dev env, on va avoir des profils différents et qu'en fonction du profil, on ne va pas démarrer les mêmes services ou de la même manière et tout ça. Donc c'est tout à fait envisageable, c'est une idée qu'on n'avait pas forcément imaginée et qu'on va s'empresser de noter dans notre backlog. Merci. J'ai répondu à ta question. Oui, vas-y, Georges. Oui, est-ce que tu veux juste expliquer un peu les profils de Ah, Compose? les profils, ouais. Donc dans Compose, en fait, il a été intégré, je ne sais plus, il y a un an, je pense, à peu près maintenant. Donc pour la version V2, au lancement de la version V2 en release candidate, on a intégré une notion de profil qui fait qu'un service dans Compose peut être associé à un profil spécifique. Donc tous les services qui n'ont pas de profil défini vont démarrer quoi qu'il arrive. Et les autres ne vont être démarrés que quand on va, au niveau du ComposeOps, spécifier explicitement qu'on veut démarrer tel et tel et tel profil. Donc on a possibilité d'avoir des services qui démarrent ou pas, ou qui démarrent avec des configs différentes en fonction du profil qu'on a choisi. Donc du coup, on pourrait complètement répondre à ce cas d'usage au travers de cette fonctionnalité-là. Alors, est-ce qu'on peut imaginer des profils pour bouchonner certaines implémentations et tout? Ouais, tout à fait, ouais. Clairement. Une autre question? Oui. Je vais te laisser répondre, Georges, et je vais te répéter la question. Est-ce qu'on pense gérer des multi-repos ou des multi-environnements? Bonne question. C'est une question qu'on s'est aussi posée très, très rapidement quand on a commencé à bosser sur le dev-env. Et on n'a pas encore forcément la meilleure réponse pour savoir comment est-ce que ça marche, le multi-repo. Une des idées, ce serait un peu comme le GitOps, peut-être avoir un repo à part dans lequel vous avez vos définitions de dev-env. Après, si vous avez d'autres idées de comment ça peut marcher, on est tout oui. On prend, et en tout cas, pas hésiter à aller sur la roadmap pour rajouter dans le truc en disant c'est une fonctionnalité qu'on aimerait avoir pour que nous, on puisse dégager du temps pour investiguer le sujet et voir comment est-ce qu'on peut adresser ça d'une manière intéressante et intelligente. D'autres questions? Oui? Alors, est-ce qu'on peut lui passer un micro? Parce que là, c'est trop loin, je n'entends pas. Alors, est-ce qu'on supporte les private registries? Non, pour le moment, on est en preview. Donc, on fait fonctionner avec le hub, forcément. On supporte les repos Git privés. Parce que ça a été l'un des... On a testé avec nos repos à nous. Donc, l'un des premiers trucs qu'on a vu, c'est que ça ne marche pas. Il va peut-être falloir qu'on passe la config Git à l'intérieur du conteneur pour qu'il puisse pouler sous les repos privés. Donc voilà. Non, dans l'immédiat, pas de support des registries externes. Évidemment, dès qu'on va commencer à sortir un peu de JE et tout, ça sera quelque chose qu'on devra adresser parce que on le sait. Et puis ça va dans le sens, on veut proposer une expérience locale ou du moins pas cloud comparé aux différents concurrents. Donc évidemment, il faut qu'on puisse travailler avec des infras internes aux entreprises. Donc ça fait du sens. Pas hésiter, pareil, à rajouter, voir si le ticket existe déjà et puis mettre un +1 et tout ça pour que nous, au niveau product management, ils voient que ce sont des choses qui sont attendues et demandées. D'autres questions? Oui? Alors, donc la question, c'est que pour l'instant,
est-ce que c'est gratuit pour l'instant et quel est le business model derrière? Est-ce qu'il y aura des fonctionnalités qui seront payantes à terme? Je veux pas, enfin, à l'heure actuelle, il n'y a pas de. Si vous avez une licence Docker desktop, enfin, l'idée c'est d'améliorer la boucle de développement la l'inner loop des développeurs. Et ça, c'est notre cœur de métier. Donc, il n'est pas prévu d'avoir des fonctionnalités payantes. La preuve, c'est que la partie sharing qui est pour l'instant euh, disponible que pour les utilisateurs payants, on va la faire sauter pour que tout le monde puisse l'utiliser. Et non, l'idée, c'est vraiment de vous aider dans dans l'amélioration de votre boucle de développement et il n'y a pas il n'y a pas de plan pour avoir des choses payantes autour de cette feature-là. C'est vraiment de la laisser gratuite et dispo, voilà, et de vous aider à avoir un environnement qui soit facilement, enfin faciliter l'onboarding. Là, c'est vraiment le truc qui ressort là de plus en plus qu'on a. C'est si on peut pouler notre repo et qu'on a juste une config compose en plus et que tout le monde a exactement le même setup en ayant juste Docker, Git et puis VS Code dans un premier temps, c'est voilà. Oui. Ah, alors qu'est-ce qui se passe, Georges, si le développeur a passé son code au développeur B, que le développeur B ait fait des modifications et veut le renvoyer au développeur A? Repartager, tout simplement. Voilà. Ça va recréer une nouvelle image avec un nouveau tag. Et, enfin, tu peux choisir de créer un nouveau tag ou pas d'ailleurs. Tu peux réécraser. On ne conseille pas. Hein. Essayer d'avoir des tags uniques. Euh, mais voilà, tu vas juste repartager. Oui. Alors, donc, pour répéter la question, qu'elle soit bien enregistrée, donc à l'heure actuelle, il n'y a pas de suivi et de tracing en fait des modifications quand on utilise ce mode de fonctionnement. Et donc, on n'est pas capable de savoir quelles sont les modifications qui ont été faites par A ou B et tout ça. En effet, d'un autre côté, tu as normalement ton repo Git qui est lui là pour gérer tes modifs de source. Là, tu es en train de partager un environnement. Tu es plus dans des cas où tu vas vouloir faire un debugging spécifique pour un truc ou pour tester la branche d'un de tes collègues sans avoir à se tâcher ton code à toi. Donc, je ne suis pas certain que ça soit très très grave en fait. Et c'est pour ça qu'on n'adresse pas le truc. C'est pas, enfin, le boulot, il est plus du côté, pour moi, comment dire, du source control. Mais Georges, peut-être que on peut parler un tout petit chou des extensions et notamment une extension que tu dois connaître qui va permettre de faire des diffs entre des tags d'images et hein, on fait un peu de teasing. Faire du teasing sur les extensions. Voilà, avec Slim Euh, AI, ah, voilà. oui, oui, Ouais. alors il y a une nouvelle feature qui va arriver bientôt, très bientôt. Je donne pas de date parce qu'on ne sait pas Aux exactement. alentours de la Euh, DockerCon, bizarrement. ouais. Donc, on va pouvoir avoir des extensions dans Docker Desktop. Les gens aussi vont pouvoir en écrire pour leurs équipes en interne. Et oui, il y a une des extensions de nos partenaires, c'est Slim AI qui permet de faire des diffs de deux différentes images. Et aussi, je crois que Slim AI, il te permet de minifier, pas minifier, mais optimiser l'image en enlevant toutes les choses dont vous n'avez pas besoin. Et après, il y aura d'autres extensions. Venez à la DockerCon, vous verrez. Mais donc voilà, par exemple, typiquement, tu auras graphiquement le diff entre deux tags de la même image et tu pourras voir ce qui s'est passé et qu'est-ce qui a changé, quoi. Une dernière, ouais, dernière question, je pense. Alors, pourquoi le choix de départ s'est porté sur VS Code et pas sur IntelliJ? Parce qu'au moment où on a démarré,
nos amis de chez JetBrains, ils avaient une issue ouverte et il y avait plein de gens qui disaient on voudrait la même feature que dans VS Code, on voudrait la même feature que dans VS Code. En fait, elle n'existait pas, c'était pas possible de développer dans des containers via VS Code, enfin via les IDE de JetBrains à ce moment-là. Donc voilà, puis bon, nous on travaille depuis des années avec Microsoft, donc voilà, ils avaient tout qui était prêt et on voulait une vraie bonne expérience utilisateur. Ça fait partie des choses qu'on doit retravailler, reprendre contact avec JetBrains pour pouvoir avoir un support. Moi, je suis un utilisateur JetBrains. Hein. Vous savez, quand je développe avec les dev env, il faut que je fasse du VS Code. J'oublie de sauvegarder mes fichiers. Vous avez vu. Enfin voilà, ça se passe pas toujours bien. Donc je vais être l'un des premiers à pousser pour que ça s'intègre. Vous inquiétez pas. Voilà, on a terminé. Merci Georges. C'était cool de t'avoir avec nous.